décalé. Décalé, décalé, décalé. Un brin décalé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Un brin décalé. Si vous me découvrez aujourd'hui, petit rappel du premier épisode où je me suis présentée. Donc je m'appelle Lou, j'ai 31 ans. Je suis voix off en parallèle de ce podcast. Et je vous ai expliqué pourquoi ça me tenait vraiment à cœur de lancer ce podcast. Et je suis revenue aussi sur mon diagnostic tardif. Pour ceux qui ont déjà écouté le premier épisode, avouez, vous aviez super hâte de la suite, non ? Pour les personnes autistes qui n'ont pas trop le second degré, sachez que c'était ironique. Quoique. Bon, blague à part, j'ai déjà eu plusieurs retours suite au premier épisode. Sachez que vraiment ça me booste, ça me touche et ça me motive encore plus. Aussi, il y a des personnes que je connais qui m'ont dit qu'ils avaient écouté le premier épisode et j'avoue que ça me gêne assez en fait. Je suis contente mais c'est plus facile. Ça me gêne moins on va dire, même si de toute façon ça me gêne. Ce qui est pas très logique pour une podcasteuse, vous allez me dire. Mais c'est vrai que des personnes que je connais pas, ça me gêne moins déjà que des personnes que je connais qui découvrent tout ce qu'il y a dans ma tête, comment je fonctionne, ce que d'habitude je cache pas mal en fait. C'est une mise à nu. Je vais raconter pas mal de choses de ma vie. Je me dis aussi que la prochaine fois que je vais voir ces personnes, elles vont peut-être me regarder différemment, m'observer, essayer de décortiquer ce que j'ai dans la tête. Je perds un certain mystère, mais en tout cas, je les remercie vraiment de m'écouter. Parce qu'au-delà de ça, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on va parler des particularités au niveau de la communication et des interactions sociales. Alors, je vous préviens, cet épisode va être assez dense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai décidé de l'enregistrer en 2 épisodes. La suite de cet épisode sera donc dans 2 mois, puisque le mois prochain, ça sera le premier épisode avec un invité. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça garde ce repère de la structure du plan. Et d'ailleurs, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à trier, parce qu'il y a plein de traits qui se rejoignent. Et du coup, je referai un autre épisode sur les relations sociales, où je dirai des choses que j'aurais pu complètement mettre dans cet épisode. Il y a plein de choses qui sont vraiment liées et tout peut aller dans plusieurs épisodes. Avant de commencer aussi, je voulais vous préciser qu'il y a certaines particularités dont je vais parler que je ne vis pas moi-même, mais qui sont souvent présentes chez d'autres personnes Asperger. Donc je trouvais ça important, même si je les vis pas. Et d'ailleurs, ça sera le cas aussi dans les autres épisodes. Je trouve important de les mentionner, et dans le but également de montrer que nos façons de communiquer, d'interagir, elles peuvent être aussi diverses entre nous, dû, comme je vous l'ai déjà dit, au spectre qui est large. Et j'insiste sur ce point, mais je ne veux pas faire de généralité, et ça, je pense que je le répéterai dans chaque épisode. Tous ne vont pas se reconnaître dans tout ce que j'exprime, ou en tout cas, les intensités seront diverses. Première chose, le small talk. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas ? C'est les conversations dites un peu superficielles, pour nous en tout cas. Donc la météo, des choses voilà qui sont entre guillemets sans importance, qui servent juste à faire la conversation. En général, ce qui me vient en tête, c'est quand on croise quelqu'un dans l'ascenseur, un rendez-vous chez le coiffeur, les sujets un peu superficiels, pas profonds quoi. Et du coup, il y a plein de personnes qui voient pas l'intérêt de parler de ça et qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Enfin, c'est devenu assez naturel depuis très longtemps. Donc, je vais pas vous dire que je suis forcément à l'aise quand je croise des gens, mais c'est devenu assez familier pour moi. Donc, ça va. Autre chose qui me parle bien, c'est le fait que
quand je suis dans une communication à deux, quand je suis juste avec une ou deux personnes, c'est beaucoup plus facile que quand je suis dans un groupe. Je suis moins à l'aise dans un groupe parce qu'il y a de la dispersion, le nombre d'infos, voilà, ça fait un peu beaucoup d'infos de partout. Je trouve pas forcément ma place pour participer à la conversation parce que quand on me pose des questions que je dois parler devant tout le monde, c'est là où je suis vraiment mal à l'aise. Le fait d'avoir tous les regards sur moi, même si je sais que c'est des personnes que je connais bien, qui sont très bienveillantes, il n'y a pas de souci. À l'intérieur de moi, il y a un stress qui arrive. J'ai peur du jugement, et mon cerveau, pendant que je suis en train de parler, il peut bloquer. Ce qui rejoint cette idée, c'est que on peut être très à l'aise dans un contexte familier ou avec des gens familiers. Et à l'inverse, pas du tout dans un autre contexte qui est plus inconnu ou qui est connu mais où on est moins dans le confort. On peut être totalement différent, mais les gens qui nous voient toujours quand on est à l'aise, ils peuvent pas se douter. À part si on leur dit, ils se doutent pas que ça peut être beaucoup plus compliqué dans un autre contexte. L'environnement aussi, je reviens un peu sur le contexte sécurisant, ça aide les échanges pour que ça soit plus facile. Par exemple, je sais que il y a beaucoup de personnes autistes qui sont hypersensibles au niveau du bruit. C'est un exemple. Donc tous les endroits où il y a beaucoup de bruit, ça va être compliqué, quoi. Sachant que j'y reviendrai quand je ferai un épisode sur les sens, mais il y a des bruits que les neurotypiques ne perçoivent pas forcément, ou en tout cas pas fort, comme par exemple le bruit d'une voiture ou quelqu'un qui marche à côté. Moi-même, c'est pas des bruits qui me gênent, que je vais vraiment percevoir, mais il y a des personnes qui entendent ces bruits hyper intensément. Alors moi, ce souci du bruit, je l'ai pas comme ces personnes. Par contre, quand c'est des bruits plus perceptibles pour tout le monde, comme quand on est dans un bar, les lieux vraiment bruyants, là oui, ça va beaucoup me gêner. Justement, les bars, j'ai vraiment du mal. Si c'est un endroit, un bar assez cosy, ça va. Mais s'il y a beaucoup de bruit, sachant qu'en plus c'est des endroits où il y a du monde, c'est des endroits du soir. Moi j'appelle ça des endroits du soir parce que ça me concerne personnellement, mais c'est vrai que je suis pas à l'aise avec le monde de la nuit, sortir. Les restos, tout ça, ça va, j'aime bien. Puis généralement c'est quand même plus cosy, à part quand il y a beaucoup de bruit autour. Par contre, les bars, les boîtes, les endroits où il y a du monde, où c'est un peu plus dans une ambiance fête, ça c'est pas mon délire. Mais en général, les endroits où il y a du bruit, où il y a du monde, c'est pas trop de notre truc. Pour ce qui est de la prise de contact, il y a des personnes Aspi. Alors, comme je disais dans le premier épisode, Asperger, je le répète, on ne le dit plus trop à cause de ce qu'a fait Hans Asperger. Mais pour que ça soit plus facile, que ça soit plus fluide, au lieu de dire toujours les gens qui ont un TSA, je vais dire les personnes Asperger et même les Aspi parce que ça va plus vite. Mais bien évidemment, je suis complètement scandalisée par ce qu'il a fait. Mais j'espère que en faisant ce choix dans le podcast, on m'en tiendra par rigueur. Parce que si vous avez des suggestions pour nommer les personnes qui ont un TSA, je suis preneuse. Au lieu de dire toujours plusieurs fois par épisode les personnes avec un TSA et au lieu d'utiliser le terme Asperger, dites-moi. Donc les Aspi, il y a des Aspi qui vont avoir du mal à faire le premier pas, ou même si on leur parle, vont être timides, vont avoir du mal à discuter. D'ailleurs, petit conseil pour les neurotypiques, ce qui peut aider aussi, c'est de parler des intérêts de la personne, donc de ses passions, pour qu'elle se sente à l'aise et que ça soit plus fluide après. Mais il y a aussi d'autres personnes
qui au contraire foncent vers les autres personnes. Ça peut être maladroit, mais il n'y a pas forcément cette gêne d'aller vers l'autre. Et on aurait tendance à penser que c'est que les personnes qui osent pas y aller. En ce qui me concerne, quand j'étais plus jeune, j'attendais toujours qu'on vienne vers moi. Maintenant, j'ai appris à aller plus vers l'autre, c'est pas forcément aux autres de venir me parler. Mais bon, après il y a eu le harcèlement, il y a eu tout ça aussi qui a fait que c'était pas simple. Mais maintenant, j'essaye de plus aller vers les autres. C'est pas forcément aux autres de venir vers moi. Le besoin d'anticipation. Alors ça, je crois qu'on est beaucoup. On est énormément. C'est-à-dire que si on doit voir des personnes, qu'on a un rendez-vous, qu'on doit voir des gens avec qui on n'est pas forcément hyper à l'aise, donc beaucoup de gens, on va anticiper ce qu'on va dire. Alors attention, c'est pas forcément mot à mot tout ce qu'on va dire, mais dans les grandes lignes, on va quand même penser aux questions qu'on peut poser, à comment ça peut se passer, si je dois aller à un endroit que je connais pas, comment on y va, un peu tout programmer quoi. S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'anticipe? Parce que j'ai envie de montrer mon intérêt pour la personne en face, pour ce qu'elle me raconte. Cet intérêt qui est d'ailleurs bien réel. J'ai ce fort intérêt pour l'autre, pour l'humain. Mais également, j'anticipe pour éviter qu'il y ait des blancs qui s'installent. Et parce que j'ai l'impression que s'il y a des blancs qui s'installent, qu'on sait pas quoi dire, c'est gênant. Et j'ai l'impression que c'est de ma faute, que c'est à moi de trouver des choses à dire. Même si maintenant je sais que c'est normal qu'il y ait des blancs dans une conversation. Et il faut les accepter, ça fait partie des conversations. Et c'est même important, je crois, de laisser place à des silences. Je peux dire personnellement que j'ai quand même avancé là-dessus. Je suis moins dans l'anticipation, même si je le suis encore, mais ça prend moins de place. Je laisse un peu plus de spontanéité là-dedans. Mais bon, entre ce qu'on sait, ce qu'on devrait faire et la réalité, la mise en pratique, il y a quand même un petit monde. Ça, je crois que qui qu'on soit, on l'a tous remarqué dans nos vies. Par ailleurs, je vais vous partager un conseil que donne une spécialiste que j'ai pu écouter lors d'un de ses témoignages. Elle encourageait les enfants qui sont autistes à établir des interactions sociales dès leur jeune âge, même si c'est difficile, mais établir un minimum des relations, car elle disait que c'est l'expérience qui apprend les normes sociales, la gestion des émotions, et je suis complètement d'accord avec ça. Je trouvais ça important de l'évoquer là, parce qu'elle dit qu'après ça sera encore plus difficile avec les autres si on n'a pas établi ces relations et appris ces bases-là. Ensuite, pourquoi les discussions peuvent être difficiles à suivre? Parce que, là ça me concerne beaucoup, soit il y a trop d'infos d'un coup, mon cerveau il n'arrive pas à traiter toutes les infos, il y a une surcharge cognitive, soit on parle trop vite, donc c'est pas toujours le nombre, la quantité d'infos, mais ça peut être que ça va trop vite. Et alors, quand c'est dans un groupe, qu'il y a plein de conversations, que on passe d'un sujet à l'autre, que voilà, voilà. Et le nombre de fois où je fais croire que j'ai tout compris que je suis, genre je suis là, bah oui, non mais oui, ah ouais, non mais c'est clair et tout, alors que j'ai rien compris. Des fois je sais même pas de quoi on parle quoi, parce que c'est allé trop vite. C'est pas que je capte pas ce qu'on me dit, c'est que c'est allé trop vite. Sachant que des fois aussi ça peut être un problème en plus de sujets ou de vocabulaire. Des mots de vocabulaire qu'apparemment vous êtes la seule à pas connaître. Bah alors là c'est le pompon. Oui, pompon, je pense qu'on ne le dit plus depuis peut-être un siècle. Mais ça fait rien, j'ai dit que je laissais pour être le plus naturel possible, donc c'est dit, tant pis. J'ai pas forcément les mêmes intérêts pour ces sujets que les autres. Et quand je me dis quand même, Lou, faudrait que tu te renseignes, parce que ça, tout le monde le sait,
Ça m'arrive de me renseigner, sauf que, comme ça ne m'intéresse pas, je ne retiens pas dans le temps. Mais je sais pas vraiment si c'est de l'autisme ou pas, ou si c'est juste moi. Si vous voulez me partager votre avis là-dessus, est-ce que ça vous parle ou non? Cette impression d'être perdu dans l'évocation d'un sujet commun ou des mots de vocabulaire. Post-enregistrement. Après l'enregistrement de cet épisode, j'y ai réfléchi et j'ai pensé à un truc que je rajoute là. J'ai pensé peut-être qu'au final, ce souci de base que je n'ai pas acquise, je pense que peut-être c'est une supposition. C'est parce que quand j'étais jeune, à l'école, comme j'avais du mal à suivre, que j'étais un peu dans mon monde, que j'arrivais pas à écrire et écouter à la fois, je pense que peut-être ça vient de là aussi, le fait que j'ai pas ces bases. Aussi, il faut noter qu'il y a certains d'entre nous qui ont un besoin intense d'échange, de sociabilité. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on a forcément besoin d'être tout le temps seul, malgré la fatigue que ça peut entraîner. Et quand il y a des personnes qui sont timides, qui parlent peu, on a tendance à penser qu'il y a quelque chose derrière, et on peut entendre lui il est autiste. Elle, je pense qu'elle est autiste. Alors je sais que c'est pas du tout méchant, je sais que c'est pas du tout, ça part pas du tout d'une mauvaise intention, mais il faut juste savoir que c'est pas toujours parce qu'une personne est timide qu'elle est forcément autiste. Le trouble du spectre autistique, c'est un fonctionnement qui est global, d'où l'importance du diagnostic. Maintenant, on va parler des malentendus fréquents que peut causer les difficultés de communication et d'interaction sociale. Alors déjà, beaucoup ont tendance à prendre tout au pied de la lettre, au premier degré. Moi, ça ne me concerne pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Ça pouvait l'être plus quand j'étais jeune. Les sous-entendus également. Donc les neurotypiques pour qui c'est logique peuvent penser qu'on les prend, on se fout de leur gueule. Alors que pas du tout. Mais par exemple, je prends ce qui me vient là en tête. Si c'est le bordel de partout, quelqu'un va dire « il y en a de partout ici ». Et ça voudra dire « faudrait quand même que tu ranges ». Mais la personne atypique, elle va dire « ah oui, c'est vrai, il y en a de partout ». Il n'y a pas cette logique derrière, souvent. Et donc ça peut être mal vu. Un autre exemple justement au travail, si un patron te dit « bon, Michel, il est 5h, tu finis à 17h30 ». Ce qui sous-entend « bon, c'est bientôt l'heure, faudrait peut-être que tu te dépêches de finir ». Et la personne, elle va répondre « ah ouais, il est 5h ». Me concernant, j'ai toujours eu cette capacité de compréhension. Les sous-entendus, je crois que ça m'a jamais posé souci. Le non-verbal aussi, qui dit beaucoup de choses, ça peut être aussi compliqué pour pas mal de personnes. Et alors, loin de moi l'idée de m'envoyer des fleurs, mais j'avoue que ça non plus, c'est pas un problème chez moi, au contraire. Je trouve que j'ai des capacités au niveau de l'observation du non-verbal. Peut-être que parfois je me trompe, mais en général, j'analyse bien le non-verbal et ça m'aide. Et d'ailleurs, je pense aussi, de par mon métier de musicothérapeute, où là, le non-verbal est extrêmement important, je pense que les capacités que j'avais déjà à ce niveau-là se sont intensifiées du coup avec mon métier. Le regard ou non dans les yeux. Il y a des gens effectivement qui ont du mal à regarder dans les yeux, et il y en a d'autres, au contraire, qui ont, comme moi, ce besoin de regarder l'autre dans les yeux. Je dis besoin, pourquoi ? Parce que si je suis en train de parler et qu'on me regarde pas, j'ai l'impression, du moins, j'ai avancé là-dessus, donc je l'ai moins, mais j'ai quand même encore l'impression qu'on m'écoute pas.
Pour moi, s'il n'y a pas de regard, ça veut dire non-écoute. Et donc, inversement, quand on me parle, je fais très attention à regarder l'autre dans les yeux pour lui montrer mon intérêt et que je l'écoute. Mais ne pensez pas que s'il y a une personne qui a un TSA qui ne vous regarde pas, ça veut dire qu'elle ne vous écoute pas. Et c'est pas non plus un manque de respect. Aussi, on peut avoir du mal à juger l'intensité appropriée. Soit on est trop distant dans les relations, l'autre peut croire qu'on n'a pas envie d'être en lien avec lui. Soit à l'inverse, on est trop dans l'intensité et trop vite. Donc parfois, les aspis, quand ils rencontrent une personne, ils la voient déjà comme une très bonne pote et peut lui envoyer pas mal de messages dès le départ et aussi après d'ailleurs. Quand la relation s'est créée, cette intensité d'échange, elle peut être présente. Donc ça, pour les personnes neurotypiques, je pense que c'est pas mal de confier son ressenti à la personne autiste, lui dire gentiment évidemment, mais essayer de lui faire comprendre son ressenti, que soit c'est un peu trop, et que si c'est trop, ça veut pas dire qu'on veut pas être en relation avec elle ou qu'on ne l'aime pas, qu'on la rejette. Mais c'est juste, c'est un peu trop. Et inversement, si vous avez la sensation que la personne est trop distante, je pense que c'est bien aussi de lui confier pour qu'elle en ait plus conscience et que comme le non-verbal et les sous-entendus, souvent c'est pas trop notre fort, je pense qu'il faut être clair avec nous pour qu'il n'y ait pas de malentendus et que ça casse pas la relation. Pour ma part, je sais que quand j'étais jeune, j'étais dans l'intensité. Et comme je suis quelqu'un d'entière, je donnais beaucoup à l'autre. Je lui envoyais pas mal de messages, je m'investissais vraiment dans la relation. Et du coup, ça devenait souvent une souffrance parce que je voyais que c'était que d'un côté. Ou en tout cas, que j'y mettais pas le même affect. Et je sentais que c'était toujours moi qui donnais et que j'avais pas le même retour. Et au fil du temps, j'ai avancé là-dessus. Et je suis beaucoup plus dans la mesure, on va dire. Mais c'est vrai que savoir si on fait trop ou pas assez, c'est pas simple. Maintenant, on va parler de la sincérité. Grand sujet. Je crois pas me tromper en disant qu'il y a vraiment peu de personnes, je pense, autistes, qui se reconnaissent pas dans ce mot. C'est très important pour nous d'être honnête, de dire toujours ce qu'on pense, parce que c'est logique pour nous quand on nous pose des questions, de répondre avec sincérité à ce qu'on nous demande, que ce soit dans notre avis, dans ce qu'on a fait, ou autre. Mais le souci, c'est que souvent, dans cette norme, on ne dit pas toujours la vérité, ou en tout cas on la nuance. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ont des capacités de nuance dans leurs réponses, c'est-à-dire qu'ils zigzaguent un peu, c'est pas clair. Quand parfois ils n'ont pas forcément envie de répondre directement, ils passent par quatre chemins. Et ça, moi je fais partie des gens qui ont pas trop cette nuance. Moi c'est oui parce que ta, non parce que ta. Et nous on n'a pas l'intention de blesser du tout, mais les gens ne s'attendent pas forcément à ce qu'on dise vraiment ce qu'on pense. Et du coup qu'on n'aille pas toujours dans ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais par contre, on n'a vraiment pas l'intention de blesser, on répond juste aux questions qu'on nous pose. C'est pas simple de trouver les bons mots pour pas blesser. Surtout que, du coup, il y a des personnes qui, comme je l'ai expliqué juste avant, ne vont pas se rendre compte qu'elles ont blessé. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment être très clair avec nous, avec eux, sur les sentiments. Alors, ce que je peux proposer aux personnes autistes qui savent qu'ils peuvent manquer de tact, c'est de prévenir en disant, par exemple, je voudrais te dire quelque chose ou je voudrais te répondre, mais j'ai peur d'être maladroit. Ou parfois, voilà, je peux manquer un peu de tact, mais c'est absolument pas volontaire. Parce que c'est des phrases qui peuvent vraiment avoir leur utilité. Petit exemple personnel,
parmi tant d'autres. Vous savez que je suis passionnée de musique. Et sur les réseaux sociaux, quand il y a un album d'un artiste que j'aime beaucoup qui sort, j'aime bien, comme plein d'autres, j'aime bien laisser un commentaire, soit sous la publication, soit en message privé. Parce que souvent, ils demandent ce qu'on en a pensé. Donc moi, j'aime bien dire ce que j'en ai pensé. Et vous l'aurez compris, honnêtement. Donc je dis ce que j'ai beaucoup aimé, mais je dis aussi quand il y a des titres que j'ai moins aimés. Je fais attention à comment je le dis, évidemment. Et puis c'est vraiment subjectif. Mais je dis aussi les points négatifs. Et c'est vrai que quand je regarde les commentaires, c'est extrêmement rare qu'il y ait des commentaires où il y ait des points négatifs. Et ça, je comprends pas trop. Bien sûr, les gens peuvent avoir un avis différent du mien et trouver tout beau, tout magnifique. Mais je crois pas que ce soit le cas pour tout le monde. Je pense que soit les personnes qui ont moins aimé vont pas laisser de commentaires, soit même si elles ont pas aimé, elles vont dire ah c'était magnifique, pour pas blesser l'artiste, pour aller dans le sens de tout le monde. Et ça, j'avoue que je vois pas à part faire plaisir à l'artiste, je vois pas la logique. Parce que si l'artiste s'y demande, pour moi, il faut donner un avis sincère. Mais c'est aussi le cas quand on me pose des questions qui me concernent. J'ai besoin de dire la vérité sur moi. Sinon, j'ai l'impression de tromper l'autre. Et évidemment, comme on est franc, on aime bien que les autres soient francs aussi. Pour nous, c'est encore une histoire de logique. Alors bien sûr, toujours avec du tact, mais on a beaucoup de mal avec le mensonge, même pour des petits détails. Et ce qui fait que on peut aussi être naïf, on peut croire tout ce qu'on nous dit, y compris s'il y a des intentions qui sont non explicites. On les voit pas toujours, qu'elles soient positives ou non. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes autistes ont plus de risques de se faire manipuler, d'être victimes de violences, mais je développerai cette notion dans un futur épisode. En ce qui me concerne, j'ai pas forcément, de ce que je crois en tout cas, j'ai pas forcément de difficultés avec les intentions non explicites. Souvent, je les vois assez bien quand même, qu'elles soient positives ou négatives. Par contre, pour ce qui est de la sincérité, là, je suis en plein dedans. Après, faut nuancer mes propos. Ça nous arrive, ou du moins à moi, ça m'arrive de dire des petits mensonges quand même. C'est pas elle ment jamais. Aussi, on peut avoir envie de dire des choses, mais on ne sait pas toujours si c'est des choses qui se disent ou non. Alors pas que dire des choses qui peuvent être blessantes, mais aussi comme exprimer un ressenti, une préférence. Dernier point pour les malentendus, mais ça revient. Face à tout ce que j'ai pu évoquer, nos réponses, elles sont parfois perçues par conséquence comme pas dans les codes, et ça crée des incompréhensions. C'est juste, encore une fois, qu'on répond avec notre logique en fait. Ensuite, maintenant je vais vous parler de 2-3 réactions particulières qu'on peut avoir et qui peuvent avoir un effet sur les interactions sociales. C'est le besoin de s'isoler. Quand soit on est longtemps avec des gens, et même si ça nous fait très plaisir et qu'on passe des bons moments, ça nous demande beaucoup d'énergie, donc on va avoir ce besoin de s'isoler un moment. Soit c'était pas forcément long, mais c'était intense, ça nous a beaucoup coûté, donc on va avoir besoin de recharger les batteries, de se ressourcer, de se reposer, de faire des siestes, de faire des grasses mat. Pas parce que c'est chouette, faire une grasse mat, on va se la couler douce, mais parce qu'on a ce besoin-là en fait de rattraper l'énergie. Là, je dirais que la plupart des personnes qui ont un TSA ont une appétence sociale. Elle existe. Mais elle peut varier selon les périodes, comme tout le monde en fait. On a des moments où on a plus ou moins envie d'être en relation avec d'autres personnes. Lors de mon stage de musicothérapie
de troisième année qui a duré 7 mois, où j'ai été vraiment avec un sentiment de stress permanent. Et du coup, comme j'essayais de masquer ce malaise, volontairement, j'essayais d'avoir une posture un peu sûre de moi. Et pendant mon stage, j'ai appris que j'avais une image de quelqu'un de hautain, de froid, alors que quand on me connaît, je suis tout l'inverse de ça. C'est un mécanisme de défense que beaucoup mettent en place, mais ce mécanisme, il peut aussi du coup avoir en fin de compte des conséquences négatives. Je dois vous confier que vraiment, ce moment-là où j'ai appris ça, ça a été très violent. Surtout quand ça ne nous correspond pas du tout. Mais par contre, je dois dire que c'était un mal pour un bien parce que ça m'a forgé. Ça a été une expérience qui m'a forgé et qui m'a fait évoluer. Et d'ailleurs, quand j'ai su ça après, alors j'avais toujours du mal dans la communication, mais je faisais très attention à être très souriante pour leur montrer que j'étais l'inverse de ce qu'ils pensaient. Mais je sais que avant que j'en ai plus conscience, on va dire, parce que c'est ça qui m'a vraiment fait prendre conscience de la chose, ça m'a joué beaucoup de tours, justement, parce que les gens me percevaient mal. Et c'est pas du tout l'image que je voulais donner. Pour terminer, le trouble du spectre autistique, comme j'ai pu le dire, il n'empêche pas d'avoir cette envie d'interagir. C'est juste qu'il faut souvent plus de temps ou un cadre qui est un petit peu différent. Enfin, je pense que les ajustements, les compromis à faire doivent être mutuels, des deux côtés. C'est pas parce que on est autiste que les autres doivent toujours répondre à nos besoins sans penser à leurs propres besoins. Chacun est comme il est, a ses propres besoins, ses propres ressentis, ses propres envies, ses propres limites aussi. Donc on ne doit pas dire parce que moi je suis un peu différent, tu dois t'adapter totalement à moi. Et inversement, la personne neurotypique doit également s'adapter aux besoins qui sont réels de la personne qui a un TSA. C'est des ajustements à faire qui sont loin d'être simples, mais déjà il y a des ajustements qui sont faits quotidiennement entre les personnes neurotypiques, parce que c'est pas parce que nous on est un peu décalés que les personnes neurotypiques ne sont pas différentes entre elles, parce que chacun est unique, on le sait. Donc il y a aussi des compromis entre elles. Mais en tout cas, de leur côté, elles doivent aussi avoir conscience de notre fonctionnement qui est un peu particulier, et que des fois, on ne peut pas faire autrement. Et il y a des notions qui peuvent être pas importantes, assez futiles pour eux, qui pour nous sont des particularités qui ont vraiment un impact sur nos vies. Je vais vous témoigner d'un moment de ma vie. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai tellement pendant 25 ans, bon peut-être pas les premières années de ma vie, mais j'ai tellement pendant des années été dans le masking, fait des efforts, pris sur moi, que quand j'ai eu ce résultat, j'ai ressenti comme un relâchement, comme si tu avais un énorme carton rempli dans les mains et que d'un coup tu le lâchais par terre. Et du coup, j'ai eu les premiers mois, j'ai eu ce discours avec ma famille, je parle, surtout mes parents, de voilà, je suis autiste, maintenant on le sait, et j'ai tellement fait d'efforts pendant toutes ces années que maintenant c'est à vous de vous adapter à moi, de faire entièrement en fonction de mes besoins. C'est moi qui suis différente. Voilà. J'avais ce discours-là. Et après, j'ai notamment suivi avec mes parents une thérapie familiale.
dans le dispositif où j'ai été accueillie 3 ans, dont je vous ai brièvement parlé dans le premier épisode. Et ça m'a bien remis les idées en place. C'est-à-dire que oui, les proches doivent plus comprendre nos particularités, comment on fonctionne et s'adapter du mieux possible à nous. Mais nous aussi, on doit faire un pas vers eux. Ce n'est pas à eux entièrement de s'adapter à nous. C'est une adaptation vraiment mutuelle. Et j'avais ce rôle, je me donnais ce rôle de victime. Après, je m'en veux pas avec du recul, parce que je pense que c'est un sentiment qui est sûrement partagé par d'autres d'entre vous. Ça va avec ce relâchement, cette pression qui tombe. Mais voilà, après il faut se recaler au bon endroit et voilà. C'est une question d'écoute, de compréhension, d'adaptation, de bienveillance, de non-jugement, de respect. Bon, vous avez compris l'idée, je pense. Après, je pense qu'il faut pas trop s'adapter non plus parce que soit on n'ose pas s'affirmer, on veut être parfait, être aimé, être tout bien comme il faut, ou parce que on veut faire plaisir à l'autre. Faire plaisir à l'autre est plus important que s'écouter soi-même. Et ça, c'est pas bon non plus. Il faut arriver quand même à s'écouter. Alors, je sais combien c'est pas facile, parce qu'on a peur justement des conséquences. Mais si on s'efface trop et qu'on prend pas assez soin de ses besoins, ça peut avoir des conséquences néfastes qui sont réelles, que ça soit au niveau psychique et ou physique. Et je crois que je vais pas l'apprendre à grand monde. Généralement, quand ça va pas bien moralement, on le sait que ça peut grandement jouer sur le physique. Cette première partie est terminée. Dans la deuxième partie, on parlera plus de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre cerveau. Alors je vous rassure, on va pas partir dans le côté scientifique, on va pas parler de l'hypothalamus, du lobe frontal, du moins pas pour le moment, mais on peut dire que on va plus partir dans les coulisses de notre fonctionnement au niveau de la communication. Et je vous parlerai également du langage verbal. Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans un mois où j'aurai le plaisir d'interviewer, d'échanger avec une autre femme Asperger. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker ou mettre 5 petites étoiles selon la plateforme d'écoute. On se donne rendez-vous sur ma page Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me suivre, à partager le podcast si vous pensez que ça peut intéresser des personnes de votre entourage ou si des personnes sont concernées directement. Et puis ça m'aidera à le faire connaître au plus grand nombre, dans le but, j'espère vraiment, qu'il puisse aider ou au moins faire du bien. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, est-ce que c'est pas bien d'être un brin décalé ?